Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Petite émission un peu spéciale effectivement aujourd'hui parce que comme vous voyez je suis avec un invité, avec Antoine Prono de la société Transludis. Transludis, vous le voyez parfois sur certains manuels de jeu ou parfois sur certaines boîtes peut-être. Eh bien tout simplement c'est un traducteur, donc on va parler de la traduction. Ensuite on parlera de mon défi peinture, est-ce que je l'ai réussi ou est-ce que je l'ai complètement raté? C'était peut-être un peu beaucoup. On en reparlera après le générique. On se retrouve tout de suite Antoine. Voilà, après ce petit générique, merci tout d'abord Antoine de m'accueillir chez toi, dans ton bureau quelque part. Voilà. Donc toi, Exactement. ton travail, tu es traducteur pour les jeux de société. Alors toi, c'est exclusivement jeux de société, effectivement. Tu es un des rares sur le marché, je pense, et tu es aussi un des rares que je connais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de noms qui ressortent. Le tien ressort avec ta société Transludis, effectivement. Bah, tu vois, à côté, hein, je me suis mis des bébés que tu as traduits. Il y en a plein d'autres aussi. Donc, est-ce que tu veux me parler rapidement de ton parcours, mais pour préparer, pour expliquer aux personnes qui nous regardent, ce que je veux qu'on aborde après, ensuite, c'est surtout les problèmes que toi tu as en cours de traduction, des petites choses comme ça, parce que c'est un travail de l'ombre et on ne se rend pas forcément compte des problèmes et des difficultés parfois. Donc, présente-toi rapidement, s'il te plaît. Très bien. Moi, je m'appelle Antoine Prono. J'ai lancé Transludis en 2017. 2017, ça a commencé plutôt à démarrer en 2018, en fait, le temps de lancer la machine. Mon parcours professionnel, enfin mon parcours d'étudiant d'abord, c'est un master de traduction avec une partie des études à l'étranger. Et après, en 2008, j'ai commencé à travailler d'abord chez Days of Wonder, où je suis resté 9 ans. Donc j'étais, assistant éditorial et après, localization manager. Donc je m'occupais des différentes versions, dans différentes langues des différents produits et après j'ai fait à peu près la même chose chez Funforge pendant 1 an et puis ça nous emmène en 2016 en fait et là j'ai fait la transition et j'ai lancé l'entreprise, juste après. Hmm. Oui, parce que c'est vrai que généralement chez les éditeurs, un traducteur ne fait pas que ça, parce que c'est quand même un boulot que toi tu prends à plein temps maintenant, c'est ton corps de métier. Mais c'est vrai que chez des éditeurs, du coup, tu avais plusieurs casquettes à chaque fois. On y reviendra tout à l'heure. C'est vrai que c'est une charge de travail qui parfois, pour les éditeurs, n'est pas forcément mise en avant. Et c'est dur de générer un budget spécifique pour la traduction. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, Mmh. je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu, effectivement, pour englober un petit peu ton travail sur la philosophie en fait de la traduction. Voilà. La, la traduction, ça dépend peut-être des éditeurs et de ce qu'ils te demandent de faire. Est-ce que c'est au plus de coller à ce qui est dans le jeu d'origine ou est-ce que parfois on te demande parfois effectivement d'adapter un petit peu, peut-être pour un public, adapter un niveau aussi de langage, je ne sais pas. Alors, c'est intéressant parce que c'est un débat en fait que même les Mm. traducteurs ont entre eux, et qui existe depuis, aussi longtemps qu'existe la traduction. En gros, il y a 2 grandes écoles de pensée. Il y a celle effectivement qui considère qu'il faut, coller à la source le plus possible, c'est-à-dire que même si heu, s'il y a quelque chose de pas naturel dans la source ou une construction un peu bizarre, beh, il faut la retrouver, dans la cible, dans la traduction et donc ça, on les appelle les sourciers. Et il y a aussi les ciblistes. Les ciblistes, c'est ceux qui, font en sorte de s'adapter le plus possible, à leur public. Donc moi, je pense que toute traduction, a une part d'adaptation. Tu es de toute façon obligé, de t'adapter à ton public, pas seulement pour la construction grammaticale, mais aussi pour tout ce qui est surtout pour les références culturelles, et cetera. Heu et je pense que dans le jeu de société, c'est de toute façon plus, ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, quand je traduis un jeu, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit rédigé de la manière la plus, efficace possible pour, son public. Ce qui veut aussi dire que s'il est pas bien rédigé, dans la langue de départ, dans la langue source et ça arrive,
bah, je vais profiter de la traduction et toujours en accord avec l'éditeur pour reformuler, et reconstruire la règle des fois de manière plus logique. Mmh. Bah, Enfin plus logique, plus compréhensible en tout cas. oui, c'est vrai que, il y a la différence quelque part entre traduction et localiser. Toi, tu fais vraiment une Tout à localisation fait. du coup. Effectivement, ça m'a fait marrer parce que on dirait des écoles de sorciers avec tes les 2 grosses Un petit peu, tendances. ouais. Donc il doit y avoir un peu des frictions parfois suivant les localisations enfin, les traductions de certains de tes collègues, tu pas forcément d'accord ou autre. Ça doit être des sujets, pas de discorde, mais de discussion, effectivement. C'est vrai que c'est intéressant ça. Bah, oui, de toute façon, par essence, hein, la traduction, c'est un choix. Donc, à un moment, il faut choisir quel mot on va utiliser, quel terme on va utiliser et le choix n'est pas absolu. C'est-à-dire et surtout dans la narration, autant dans la science, dans les domaines techniques, il y a un mot pour un élément. Dans la narration, il peut y avoir des nuances de couleurs, il peut y avoir, des enfin, des des mots différents selon l'intensité d'un sentiment, de quelque chose. Donc selon la perception qu'on a du texte, ça va pas être perçu de la même façon. Donc toute traduction par essence est imparfaite. C'est-à-dire il y a pas de bonne traduction pour quelque chose, il y a pas: «C'est ça la bonne traduction et il y en a pas d'autre». Ça dépend de la sensibilité de chacun et c'est pour ça qu'on pourrait débattre sans fin, Oui, de tel ou tel choix de traduction, sachant que, il y a pas de vérité absolue. Disons que ça dépend du domaine. Il y a quelque chose que tout le monde va attendre, c'est-à-dire que, ce mot-là, il faut qu'il soit traduit de telle façon parce que c'est ce que tout le monde attend. Mais si un traducteur fait le choix d'un autre mot, peut-être que lui, il a sa légitimité pour le faire, mmh, même s'il est pas en accord avec tout le monde. Après, souvent, ce qu'on essaie quand même de faire, c'est de satisfaire la majorité, de trouver la traduction la plus générale possible. un équilibre, oui. Et du coup, ça m'amène dans l'idée, effectivement, pour les gros jeux narratifs, par exemple, où parfois il y a des équipes de traducteurs, justement. Euh, Mmh. Comment ça se passe généralement? Vous mettez un maître traducteur qui chapeaute un petit peu tout et qui donne une direction, et après vous vous créez des outils pour communiquer entre vous, pour essayer d'avoir le même vocabulaire, des choses comme ça? Alors, oui, il faut qu'il y ait un chef, de projet, donc qui va coordonner les différents, traducteurs. Et il faut surtout travailler avec un lexique, un glossaire. Donc ça se fait de toute façon plus ou moins par défaut, mais c'est important de le faire. Moi, j'ai travaillé sur le jeu de rôle, Conan, le jeu de rôle, avec le système de D20. Hmm, On était, de mémoire, on était 3 traducteurs, donc c'est sûr qu'on avait un lexique pour se coordonner, pour les noms des lieux, les noms des actions et cetera, pour être sûr que, sur les alors je sais plus combien de pages il y avait, mais c'est du jeu de rôle, donc il y avait, je sais pas, je dirais 150 pages, on ait, toujours les mêmes termes utilisés. hmm, Voilà. Donc souvent c'est ça les outils, il y a des outils de traduction, il y a des lexiques, il y a des mémoires de traduction. Donc en fait, c'est la même ch enfin, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le mémoire de traduction des expressions, des comment traduire tel ou tel élément et on va après le partager pour être sûr que chacun utilise les mêmes expressions aux mêmes endroits. d'accord. Je reviens sur le niveau de langage parfois. Donc, c'est vrai que je Mmh. saute un petit peu du coq à l'âne, mais ça me revient parce que je m'étais noté mes petites questions, donc je reviens dessus. Euh, Ouais, très bien. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir un éditeur qui te demande de changer un petit peu le niveau de difficulté ou d'écriture du texte? Si par exemple tu as un texte qui est très relevé. Alors moi on m'a toujours parlé, par exemple je vais te donner un exemple, peut-être que toi tu ne seras pas d'accord. Sleeping Gods, on m'a toujours dit que Ryan Lockett, apparemment, le niveau était assez élevé. Est-ce que ça peut arriver parfois que, par exemple, quelqu'un qui veut localiser te demande de faire un niveau un petit peu plus, je vais pas dire faible, mais un petit peu plus compréhensible par la majorité, ou ça t'est toujours, c'est toujours toi qui as le choix, en fait. J'ai jamais eu encore le cas d'un éditeur qui me demanderait, ça, ce texte-là, le niveau de langue est trop D'accord. élevé, trop compliqué, donc faut que tu traduises différemment. Par défaut, la mission du traducteur, c'est de respecter le niveau de langue qui est dans l'original, sauf si on lui demande, Mm, expressément de ne pas le faire. Mais dans un exemple beaucoup plus terre à terre, si on prend les jeux pour enfants, très souvent, par exemple, il y aura du tutoiement. mm. C'est-à-dire que dans les jeux pour enfants, souvent on tutoie le lecteur, ce qu'on fait en français en tout cas, quasiment jamais, dans les jeux, pour adultes, quoi.
alors que les Allemands le font, par exemple. C'est intéressant Ah oui, culturellement de constater que très souvent, les règles en allemand tutoient leur lecteur, alors que nous, en français, non seulement on le fait pas, mais je pense que ce serait déplacé de le faire. C'est-à-dire que oui, alors moi, ça me fait toujours rire quand je lis, une règle en allemand qui a été traduite vite fait, avec du «tu». J'ai l'impression de dire: «Bah, on se connaît pas quoi, le donc heu, donc le jeu ne me tutoie pas, on se vouvoie, merci». Voilà, c'est culturel quoi, c'est comme ça. d'accord, c'est culturel. Oui, parce que toi, c'est vrai que côté casquette, tu fais de la traduction anglais-français, tu fais d'autres langues aussi? Tu fais de l'allemand justement? Je pourrais faire de l'allemand, mais en fait, on me le demande très peu parce que même les Allemands, souvent, ils écrivent leur, dossier, enfin leur master, ils le font en anglais. C'est-à-dire que la même leur règle de base, ils la font en anglais. Pour l'international, c'est plus simple, et tout. Mm. Bah, comme certains jeux en français où on doit faire effectivement, comme Oui, tu dis, le master en anglais, même pourtant, alors que c'est un jeu français, effectivement. oui, ça m'est déjà arrivé de retraduire, bah, quand j'étais chez Days of Wonder et que j'avais travaillé sur Small World, qui est un jeu belge à la base, c'est un jeu de Philippe Kayerts. Bah, on avait une base en français qu'on avait passé en anglais et puis repassé en français. D'accord. Voilà, donc ça fait des allers-retours comme ça. Sinon, je voulais revenir sur ton travail. C'est vrai que toi, traduction, mais est-ce que parfois, du coup, c'est toi qui as dans ta tête le rôle de maquettiste? Ou est-ce que tu fournis ta traduction et c'est derrière quelqu'un qui reprend ben, les cadres ou autres, ben, par exemple, là, voilà, j'avais préparé pour une petite carte, par exemple. Tu Ouais, as un format établi et toi, quand tu le traduis, effectivement, ben, du coup, parfois, si tu veux garder la même typographie, tu es obligé d'avoir un cadre avec un nombre de caractères spécifique. C'est toi qui prends ça en compte ou c'est quelqu'un d'autre derrière, suivant les sociétés, qui prend ça en compte et qui revient vers toi pour te dire, ah, ça déborde un peu. c'est les 2 en fait. C'est-à-dire que Ah, ça fait partie de la mission du traducteur de surtout quand il travaille sur du jeu, sur des cartes, sur des titres, où la place est pas extensible, d'essayer de tenir l'encombrement, qu'il y a sur la carte de base. C'est pour ça que c'est des fois difficile en anglais parce que l'anglais est assez concis en fait. En français, ça s'appelle le coefficient de foisonnement, c'est-à-dire que en fait, on sait que le français va déborder par rapport à l'anglais et que l'allemand va déborder encore plus. Donc selon les langues, ça fait du, plus 20 à plus 50, d'accord. voire plus 100, ou alors moins. Par exemple, le japonais qui est très, très, très encore plus concis, ça peut être un coefficient de foisonnement inférieur. Mais en fait, quand on travaille sur la traduction, moi, quand je travaille vers le français, bah, je regarde la place qu'il y a, sur l'anglais et j'essaye de la tenir. C'est plus facile pour le graphiste derrière, parce que pour répondre Hmm, à la première partie de la question, c'est pas moi qui vais faire la maquette. Par défaut, je le fais pas, parce que je considère que mon métier, c'est plus la hmm, traduction et donc je préfère laisser un spécialiste, faire la maquette de son côté. Pour moi, je fais, la traduction. mhm. Oui, mais je Après, je pensais, sais qu'il y a des personnes qui font les 2, mais voilà, voilà. je pensais qu'effectivement, voilà, il y avait déjà un maquettiste qui te faisait le cadre et après, Mmh. tu avais peut-être des marges Alors, en fait, non, il faut l'estimer. C'est-à-dire que D'accord. moi, le format dans lequel je travaille, c'est pas directement, sur le format final. Ah C'est-à-dire que oui, moi, souvent, je fournis un document texte, un Word ou quelque chose, un équivalent, Google Doc et c'est le maquettiste, graphiste qui va prendre ce texte et qui va le mettre dans les blocs prévus à cet effet. Sachant que maintenant, on sait aussi faire, avec, certains logiciels, des, importations de documents où en fait, c'est la machine qui va aller chercher, les textes et qui va les mettre dans les bons blocs d'accord. et en espérant que ça dépasse pas. Après si ça dépasse, on peut reprendre le texte, on peut retravailler. Sachant que des fois, notamment tu montrais une carte de Nemesis, c'est un jeu où il y avait des fois beaucoup d'informations, où donc c'est parfois nécessaire de condenser, voire de pas tout dire et de compléter avec la règle. En disant si vraiment il y a on dit l'essentiel et si vraiment il y a un cas litigieux qui passe pas sur la carte, bah, les joueurs devront aller voir dans la règle, quoi. Ouais, c'est vraiment un gros travail d'adaptation, ça, là-dessus. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante, parce que c'est vrai qu'effectivement, pour un jeu qui est déjà sorti dans sa langue maternelle, que toi, tu vas traduire, hein, suite par exemple à une localisation par Super Meeple, qui est un de tes gros clients, je pense, voilà, et puis à chaque fois, je Ouais, suis tout pas à fait. déçu là-dessus. Chaque fois, je suis, Très bien, tant c'est mieux. des bons choix qu'ils font, et en plus, le bon choix de te prendre, parce qu'à chaque fois,
quand on regarde bien, c'est vraiment bien. C'est bien traduit. Merci. Ah oui, je te jette des fleurs, mais c'est vrai, hein, quand il y a un bon travail, surtout un travail de l'ombre, faut le dire, quand il est bien fait. Euh, ben, super le fil de ma question. Et la différence, c'est avec un jeu qui est en cours de développement, par contre. Donc, il est dans sa langue maternelle en anglais. Toi, tu travailles en Ouais, parallèle. Et je prends par exemple bah, le fameux ISS Vanguard qu'on attend en français depuis combien d'années, je ne sais plus. Voilà. Le temps, parce que le temps que le jeu soit créé, qu'il y ait des améliorations, qu'il y ait des retouches au fur et à mesure, est-ce que généralement l'éditeur, enfin la personne qui va te demander de localiser, te fait attendre un peu ou est-ce que tu travailles vraiment en parallèle avec la création du jeu de base? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est des retours ouais. incessants? Est-ce que tu dois attendre déjà d'avoir une version minimum pour travailler? Je me doute. Mais comment ça se passe un petit peu? Parce que c'est un de tes gros problèmes, ça, je pense aussi, pour le côté temps. Oui, en fait, idéalement, il ne faut pas travailler sur un produit en cours de développement. C'est Mm. pas possible de le faire et je vois qu'il y a tu vois, il y a, Septima à côté de toi. C'est Oui. typiquement un des problèmes que j'ai rencontrés sur ce jeu en particulier. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les semaines des ajouts, des Ouais. corrections, ce qui me fait conclure que le jeu a été envoyé en localisation trop tôt par rapport à ce qu'il aurait dû être. Parce qu'en fait, on les éditeurs qui font ça croient gagner du temps. Mm. Sauf en fait, on perd énormément de temps et on augmente au final le risque d'erreur si le traducteur est pas vigilant. Parce que, tu imagines bien que, quand on te renvoie un nouveau paragraphe en te pointant ou pas d'ailleurs ce qui a changé, s'amuser à faire la chasse Mm. à comparer les 2 versions, c'est usant, quoi. Donc non, ce qu'il faut faire de manière générale, c'est qu'il faut complètement finir le développement du jeu de base, avoir une version, originale, donc souvent anglaise, parfaitement rédigée, nickel, éprouvée, relue et seulement à ce moment-là, commander la traduction à partir, de ça. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'avec la réalité du marché et qu'il faut aller le plus souvent, le plus vite possible, les éditeurs ont pas toujours cette patience. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que tel fichier est fini à 90, donc il faut commencer la traduction parce qu'on va louper le créneau de Essen, Mm. Noël, ce que tu veux. Donc parfois, en fait, il y a une réalité, temporelle qui nous rattrape et il faut dire: «Bah non, il faut que le jeu, il soit prêt, à tel ou tel moment». Juste, je parlais de Septima, histoire qu'on se méprenne pas là-dessus. C'est pas, Super Meeple, hein, qui a choisi de localiser trop vite, c'est plutôt Mindclash qui a choisi d'envoyer trop tôt. Mm. C'est vraiment la différence. Ça ne vient pas forcément du localisateur. Parfois, c'est d'ailleurs souvent l'éditeur original qui est pressé que son jeu parte dans toutes les langues et qui parfois, bah, saute un peu des étapes. Mhm. D'accord. Euh, Bah, du coup, c'est vrai que derrière, effectivement, il y a des contraintes budgétaires, c'est peut-être un peu pour ça. Bah, c'est sûrement pour ça. Toujours, il y a effectivement les salons, il y a les moments clés dans l'année, donc c'est pour ça qu'ils poussent. Et ça m'amène à parler un petit peu de ton travail. Je voulais parler un peu avec toi, côté rémunération. Pas combien tu touches ou autre, hein, c'est pas ma question, mais est-ce que tu penses en ce moment, avec les difficultés économiques, le coût des matières premières aussi et autres, fait que la partie traduction est vraiment une partie qui est de plus en plus négligée. Comment tu le ressens en ce moment? Est-ce que parfois certains de tes collègues sont obligés aussi de se brader un petit peu euh, pour avoir les contrats? Comment tu le ressens le marché en fait? Mais on sait qu'il faut pas le faire. On sait qu'il faut pas se brader parce que, c'est une fuite en avant après qui ne rendra service à personne. Puisque le risque de se brader finalement, c'est que, on va devoir travailler plus, donc faire des plus grosses journées ou couvrir plus de mots dans la même période de temps et fatalement, si on tire trop sur la corde de cette façon, la qualité va baisser. Puisque de toute façon, c'est pas possible. Je dis toujours qu'une bonne traduction, ça demande du temps, Mm. parce que c'est pas que le travail de traduction, il y a de la rédaction, il y a de la recherche, il y a enfin voilà, il y a plusieurs choses à faire à côté de la traduction, la relecture et cetera. Et si on commence à baisser les prix, bah, fatalement, on va vouloir traiter plus de mots pour, rentrer dans nos frais, en fait et du coup, bah, c'est là qu'on fait des erreurs, c'est là que la qualité baisse. Donc de manière générale, il faut pas le faire. Maintenant, est-ce que je ressens une baisse de qualité de manière générale? Je suis pas sûr. Non? Je pense qu'en fait, au contraire, il y a de plus en plus d'éditeurs qui se rendent compte que c'est important de bien faire traduire leurs jeux. Il y a quelques années, même ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait
pas autant de professionnalisation du secteur. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, donc c'était comme je disais en 2017, c'est aussi parce que j'ai senti plus ou moins que ça commençait à devenir une nécessité et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, tellement il y a de jeux qui sortent et aussi parce que je pense que les joueurs sont devenus plus exigeants Mmh. et je pense qu'ils ont raison de l'être parce que quand on paye un jeu, surtout les Kickstarter qui sont quand même assez chers, hein, de manière générale, bah, on est en droit d'exiger, une qualité de traduction. Hem et j'ai envie de dire même comme quand on achète un livre en fait. Oui, Quand on achète un livre, bah, on espère qu'il y a qui toutes les 2 pages. Bah, là, c'est un petit peu pareil. Alors dans le livre, c'est plus, je pense, c'est plus professionnalisé parce qu'on n'imagine pas trop qu'un éditeur, comme Gallimard, comme, va mobiliser quelqu'un dans son bureau entre 2 portes pour traduire un livre. On va appeler un véritable traducteur. Dans le milieu du jeu, ben, je sais que c'est encore fait en interne par certains éditeurs et que quand même, il y en a quand même pas mal d'autres qui cherchent, parce que je suis pas le seul, traducteur, je crois être le seul qui fait que ça, qui ne vit que du jeu de société, sauf erreur de ma part. Mais on est quand même une petite, je dirais comme ça, une petite dizaine qui en faisons au moins de temps en temps, quoi. d'accord. Ah oui, non, mais tu vois, c'était le côté public, hein, moi qui ne connais pas ce monde, et c'est pour ça que j'aime bien discuter avec des gens du milieu. Moi, c'est l'impression effectivement que j'avais l'impression que c'était un petit peu dénigré, enfin, tu vois, que c'était un petit peu la marge qui était prise du fait peut-être du Alors marché, des matières ou autre. Non. D'accord, bon, ça me rassure je là-dessus l'ai pas finalement. plus ouais, non, je l'ai pas plus ressenti comme ça. Après ce qui arrive, c'est plutôt par lecture qui va sauter un petit peu, Ah, c'est-à-dire c'est à l'heure actuelle, c'est encore très, très rare, c'est même rarissime qu'on utilise des relecteurs, qu'on va se travailler des relecteurs professionnels. d'accord, c'est la relecture. C'est aussi Relecture, être excuse-moi, on a été correcteur, coupé. relecteur. Oui, pardon. Oui, donc je disais, c'est encore très, très rare que, un éditeur fasse appel à un relecteur professionnel pour, pour, justement relire les traductions. Parce que normalement, il faut que ce soit un relecteur derrière, une autre personne que le Oui, traducteur qui prenne ça en charge. ah oui, et souvent, ben voilà, c'est des personnes, des équipes de l'éditeur en fait qui font ceci. Parfois, ça arrive en fait. D'accord. Oui, voilà, mais en tout cas, c'est rarement une personne externe qui va être payée pour ça. D'accord, ok. C'est vrai, encore un travail de l'ombre, c'est vrai qu'on soupçonne pas dans le monde des jeux de Et société. c'est un Hyper travail, important. à part entière. Ah C'est oui, correcteur, relecteur. C'est voilà, il y en a dans les journaux, par exemple, à la rédaction du Monde, à la rédaction il y a quelqu'un, dont le travail est de relire, c'est tout, juste relire tous les articles et les corriger, veiller à l'application des règles, grammaticales, orthographiques et cetera. ah d'accord. Bah merci, je savais pas que c'était un boulot à part entière si important à tes yeux. Déjà, c'est pour que tu le mettes en avant. C'est vrai que pour toi, alors que tu es dans le métier, c'est vraiment que c'est quelque chose Ça fait d'essentiel partie aussi auquel des on pense pas forcément. Ça fait partie des métiers de l'ombre effectivement, quand on lit un livre ou enfin voilà, que tout est nickel, c'est quand même que quelqu'un a relu Mm. et on le voit sur certains articles de presse, la presse en ligne notamment qui est en général qui part très, très vite et qui est rarement relu. C'est là qu'on va dire: «Il y a de plus en plus de fautes, et Ouais, tout», mais c'est juste que ces articles ne sont pas forcément relus en fait. d'accord. Est-ce que tu veux me rajouter quelque chose? Est-ce que tu vois des freins parfois dans ton métier, des petites choses comme ça, ou tu penses qu'on a balayé les petites problématiques que tu as dans ta vie de tous les jours? Mmh, non, effectivement, on a parlé effectivement du plus gros souci qui était la correction en cours de route Hmm. quoi, les Ah, bah, changements en cours de c'était route. ça, hein. Et oui, si pour revenir sur le budget, parfois, il arrive que certains éditeurs mettent pas le budget suffisant ou c'est-à-dire que moi, je vais leur donner un devis et je vais avoir une réponse qui disait: «Ah ouais, mais on n'a pas prévu tout ça de budget, donc du projet, quoi». D'accord, ok. Alors, on a une coupure, mais je crois qu'on a compris. Voilà. Ouais, d'accord. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Ok, bah, je te remercie. Et puis, moi, je vais déborder parce que je vais te poser quelques questions. Je te tiens. Je vais te mettre un petit peu sur le grill parce que tu passes Très du bien. côté, tu passes du côté auteur. Alors, Oui, exactement, ouais. ah là, Runemaster, donc sorti en janvier, un Castle Defense, c'est ça? Est-ce que tu veux nous en Ouais, c'est parler un un peu tower plus? defense, ouais, ouais, c'est Tower ça. Defense, plus que Castle Defense. D'accord, un Ouais, Tower Defense.
Ouais, bah, le principe c'est, enfin c'est Tower Defense, ouais, c'est Tower Defense classique. C'est un il y a un chaque les joueurs incarnent, c'est coopératif. Chaque joueur incarne un héros, au milieu du plateau et il y a des monstres qui arrivent des 4 côtés du plateau et le but du jeu, c'est de tenir suffisamment de temps jusqu'à ce que l'aube arrive à la fin du paquet et que ce soit une victoire automatique. Après, la mécanique de jeu, c'est du lancer et placement de dés. C'est-à-dire, on Mhm. va tout faire, avec les dés et puis les pouvoirs spéciaux de chaque, héros, c'est beaucoup de coordination. On va dire: «Attends, moi, je vais faire ça, je me déplace là, toi, tu vas faire ça». On se déplace avec les dés, on peut modifier certaines phases de dés. Il y a un peu de hasard forcément parce que c'est du dé, Il y a du mais dé, les forcément. la mécanique de jeu est faite pour qu'on puisse, quoi qu'il arrive, on puisse faire quelque chose de ces dés. C'est-à-dire que c'est un jeu où il vaut mieux pas lancer les dés en se disant: «Bah, il me faut ça, il me faut absolument ça», mais plutôt je lance les dés: «OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça?» même si c'est pas ce que j'avais prévu au De départ. l'adaptation. De l'adaptation, d'accord. Voilà, on s'adapte à ce que donnent les dés et les pouvoirs des monstres aussi et cetera. C'est un jeu qui se veut assez simple, hein, je dirais, 1/2 heure, 3/4 d'heure, c'est plutôt du familial plus. Je l'ai déjà fait jouer en salon sans problème avec des familles, voilà, c'est pas du gros jeu expert, comme on peut en trouver. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai que dans ce cadre-là, effectivement, un peu tower defense, il y en a pas. Enfin, moi, dans mon idée, dans mes souvenirs, j'en vois pas trop qui soit justement plutôt familial, plutôt court. Non, parce que moi, dans ce cadre-là, j'ai mon Last Bastion, il est plus long. Non, mais c'est vrai que c'est un bon créneau qui va permettre d'avoir un jeu de ce style-là auquel on va pouvoir jouer avec la famille, c'est pas mal, ouais. C'est bien. De combien, C'est combien de joueurs? l'idée. Ça va être de 1 à 4 joueurs. Un 4 joueurs? Ok. Et ma petite question derrière, vu que toi tu es traducteur, tu penses déjà traduction ou pas? Parce que tu as commencé à faire tu as fait tes règles et autres. Est-ce que tu avais dans ta tête ta casquette de traducteur qui venait en se disant Alors, sur ce projet, moi, j'avais rédigé les règles en français et en anglais, mais je sais que les Funforge, donc l'éditeur, a repris les règles en anglais, les a fait, relire et réécrire. Hem, Attends, je vois que c'est coupé. ouais, Ouais, voilà, je pardon. disais que les règles ont été reprises par quelqu'un de langue maternelle, anglaise qui est spécialisé dans la D'accord. rédaction de règles de jeu. Bah oui, parce que vu que c'est ton bébé, forcément, traduire toi-même, il y a des choses qui vont peut-être, ou même créer les règles toi-même, il y a peut-être des choses qui vont te paraître évidentes et tu vas traduire d'une manière où forcément, effectivement, pour quelqu'un qui est anglais, ça va Oui. pas passer. Mm. Même la règle en français, en fait, Bah oui. j'avais rédigé, mais l'éditeur l'a réécrite et c'est normal. Enfin, j'ai Bah été oui. éditeur aussi, je sais ce que c'est. Donc je sais que les auteurs sont pas forcément les mieux placés, pour, écrire leurs règles. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas forcément leur métier. Bah, Donc, voilà. moi, ça me paraît complètement évident, bah, parce que quelque part, moi, j'avais fait un petit peu de formation pendant un moment dans ma carrière. Et effectivement, quelque chose que toi, tu as créé, que tu veux présenter, il y a des évidences qui t'apparaissent. Tu te dis, la personne qui est en face, tu as du mal à te mettre à la place de la personne en face, et il y a forcément des choses que tu oublies, où tu dis, bah ça c'est évident, je, Oui, bah, ne voilà. serait-ce que, une phrase aussi basique que Bah oui, lancer les dés. oui, Oui, c'est paraît évident, mais mais il y a des jeux où les dés, ils sont juste posés, et cetera, donc il faut et dire: oui. «Lancer les dés». Hein, c'est comme tout métier, ça s'invente pas, comme le métier de traducteur et de relecteur. Donc voilà. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup Antoine pour ces petites clarifications, ce côté professionnel de la traduction. Merci beaucoup. Je vais passer, moi, de mon côté, je vais passer à la peinture pour voir mon petit défi. Est-ce qu'il a fonctionné? On va regarder ça tout de suite. Tu peins un peu, toi, Antoine? Alors, quand j'étais étudiant, oui, je Ouais. jouais à Confrontation, que bon, les plus anciens connaissent. Oui. Mais depuis, je dirais que depuis que je travaille, non, si j'avais peint mes figurines de Mémoire 44, Ouais. mais voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant. Depuis, j'ai plus trop retouché. Ah bah faut faire des choix, hein. Le boulot, la famille, Voilà, c'est ça. jouer, peindre. Ah non, c'est trop, c'est trop. Je te remercie Antoine, je te dis à la prochaine. Je t'en prie, merci à toi. Salut. Ciao. Alors, mon défi Zombicide Black Plague que je voulais peindre en 2 semaines. Alors,
effectivement, j'ai de la speed paint, j'ai de la contraste. C'est pas forcément ce que je préfère parce que je les utilise surtout en lavis ou pour rehausser certaines couleurs, mais ça on y reviendra sûrement une autre fois. Je les utilise pas forcément pour vraiment faire du speed paint, de gagner de la vitesse. Alors là, pas mal de figurines. J'ai tout sous-couché en noir et ensuite j'ai fait des pchits avec des bombes de sous-couche en zénithal avec du blanc. Et ça, c'est ma première erreur. Ma première erreur, c'est que j'ai utilisé une bombe de Green Stuff World qu'il me restait. Je me suis dit, ça passera bien pour du zombicide. Grave erreur, parce que je vous avais déjà dit dans mes avis sur certains matériels que le Green Stuff World en bombe de sous-couche, ben, pas, j'en suis vraiment revenu. Et bien là, j'aurais dû rester sur de la AK ou de l'armée Panther, parce que là, il y a certaines figurines, notamment les héros. En fait, j'ai pas bien dosé avec les bombes de sous-couche de Green Stuff World. Ça passe sur certains zombies, sur certains héros, bah, je les ai mis de côté. Ils sont vraiment beaucoup trop sous-couchés, beaucoup trop de blanc pour que ça fasse un effet. Alors, pour ceux qui ne veulent pas ça, moi je vous préconise quand même une autre technique, c'est le brossage à sec. On en avait déjà parlé dans une vidéo. Le brossage à sec pour vraiment poser vos lumières sur un sous-couchage noir, j'aurais vraiment dû faire ça dès le début. Je pense que j'aurais pas forcément gagné du temps, au contraire j'en aurais perdu un peu plus, mais pour un meilleur résultat, parce qu'après je me suis un petit peu battu avec certaines couleurs, parce que les ombrages ressortaient pas assez. Donc voilà, promis, sur l'extension avec justement les loups et le loup-garou, je ferai comme ça. Ensuite, j'ai perdu du temps également euh, pour aimanter mes figurines. Alors oui, j'en avais déjà parlé. Moi, j'aime bien ranger mes figurines en dehors des boîtes, dans des tiroirs qui sont métalliques. Donc, j'ai gagné du temps. Pour plus tard, j'ai préféré aimanter. Alors, vous voyez, c'est des rouleaux d'aimants que l'on peut découper et coller en dessous des socles. On perd pas trop de temps et puis au moins ça évite les manipulations plus tard alors que les figurines sont peintes. Je préférais faire ça tout de suite. Voilà, comme ça je les rangeais à la volée sur le tiroir aimanté. Allez, on est parti pour la vraie peinture maintenant. Donc on va poser nos couleurs. Nos couleurs, bon bah vu que ça reste des zombies, hein, on va essentiellement parler de ça. J'ai toujours mélangé un petit peu mes couleurs avec soit un petit peu de rouge pour la peau pour faire ressortir un tout petit peu une peau non pas vraiment rose mais un petit peu plus foncée. De même pour les autres couleurs, j'ai souvent mis un shade, un dark tone de chez Army Panther pour assombrir un petit peu et peut-être pas assez, on y reviendra tout à l'heure. Alors après, hein, j'ai fait mes petits mélanges. Moi, ce que je vous conseille pour le travail de masse comme ça, vous voyez, toutes les pauses, j'ai essayé de faire du travail à la chaîne pour gagner du temps. Donc, je me suis fait un schéma de couleurs pour chaque type de figurine. Donc, les marcheurs, les walkers, ils sont en blanc et vert. Avec un petit peu de gris. Les fatigues, vous voyez, j'ai mis un petit peu plus de couleurs un petit peu différentes. Et les runners, j'ai fait un vert, mais un vert un petit peu plus kaki pour différencier. Et essayer de limiter le nombre de couleurs. Voilà, trois couleurs. Trois couleurs, c'est déjà beaucoup pour une figurine que vous allez faire en masse, qui va peut-être rester que 2 secondes sur le plateau, parce que ça reste des zombies qui vont se faire dégommer à la pelle. Donc, deux, trois couleurs. J'ai peut-être un petit peu abusé, j'aurais peut-être dû garder 2 couleurs pour les zombies, surtout les walkers, parce qu'ils vont pas rester longtemps. Et surtout, j'aurais peut-être pas dû prendre un vert aussi pétant. Voilà, j'aurais peut-être dû faire des tests avant. Effectivement, faites-vous votre schéma de couleurs en avance. Ça vous fera gagner du temps et pas de regrets ensuite pour les couleurs. Préparez ça à l'avance. Alors après, les fatis, j'ai rajouté un petit peu plus de couleurs parce qu'ils vont rester un petit peu plus sur le plateau. De même, essayez de garder à l'esprit de garder les mêmes couleurs. Voilà. Essayez de vous faire votre palette, pas trop étendue. Préparez tout ça à l'avance, je vous dis, ça vous fera vraiment gagner du temps. Et malgré tout, même si certains voudront avoir chaque zombie différent, je vous le déconseille personnellement parce que ça va faire quelque chose vraiment de fouillis sur le plateau. Alors qu'à la rigueur, un schéma de couleur par type de zombie, eh ben, on s'y retrouve beaucoup plus facilement pour la lisibilité du plateau.
Et voilà ce que j'ai réussi à battre en 2 semaines. Alors bon, entre un petit garçon qui a été un tout petit peu malade, entre des petits problèmes techniques, parce qu'il y a certaines peintures que je n'avais plus, notamment du noir, j'en ai plus, donc je ne peux pas faire les socles pour l'instant, je vais faire du noir, et je vais faire mon trompe-l'œil en dallage comme je fais d'habitude. Vous voyez malgré tout tous les zombies faits de base. Alors là, ils paraissent pas exceptionnels, effectivement. C'est vraiment du hyper basique. J'ai pas passé mon temps non plus là-dessus. J'ai continué de jouer à côté. J'ai une famille. On est tous pareils. Donc pensez-y, essayez de gagner votre temps avec ce que je vous ai dit. Mais malgré tout, quand vous aurez le temps, les petits détails, ça change tout. Vous voyez, les dents, les yeux, ça change tout sur les figurines. Il n'y a pas besoin de plus de détails. Vous n'avez pas besoin de revenir plus après, mais essayez le petit point blanc pour les yeux. Essayez de définir les dents. Alors, je l'ai fait que sur certains personnages pour vous montrer un par type de zombie. Vous voyez, ça change quand même tout à la sculpture et votre peinture, ça la fait vraiment ressortir. Voilà, ce sera fini pour aujourd'hui. Donc oui, j'ai raté mon défi, mais ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Donc, je vous conseille peut-être pas toujours le zénithal pour faire ressortir les lumières, peut-être pas toujours avec une bombe de peinture ou notamment pas de la Greenster Foil, je vous déconseille, elle est vraiment pas terrible. Sinon le brossage à sec, c'est ce qui va vous permettre justement pour poser vos lumières d'avoir peut-être plus de détails, plus de précision pour poser vos lumières, c'est vraiment primordial. Ensuite, essayez de trouver des schémas avec peu de couleurs par type de zombie, mais définissez vos schémas à l'avance. Ça vous fera gagner un temps fou plutôt que de vous retrouver devant les figurines, vous dire, eh ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Allez, bon, défi raté, mais je recommencerai. J'ai quand même bien abattu du travail. Je suis quand même content de moi, même si ça reste du spin paint. Mais je connais pas trop ces peintures, il faut vraiment que je me familiarise avec. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'on reviendra sur des jeux, sur des expériences de jeu, sur des avis. Et aussi le nouveau Alien Edition qui arrive. Donc on en parlera, peut-être une vidéo séparée, juste pour vous présenter rapidement le jeu. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.